Voilà, merci beaucoup. Bonsoir à vous, vous qui nous suivez. Nous recevons pour vous une grande dame. Voilà, c'est ce soir que vous allez découvrir. Et j'ose croire que je ne prendrai pas sa place. C'est d'abord à elle de se présenter. Bonsoir, madame. Bonsoir, Papa Doudou. On peut vous connaître à fond? Oui, bien sûr. Oui. Oui, c'est Madame Félicité Tanga. Oui. Je suis coordonnatrice du collectif des femmes et enfants pour la vie et le développement, COFEVID en sigle. Alors, cette structure s'occupe plus des femmes, de la formation des femmes et du plaidoyer des femmes et des enfants, à travers 3 dimensions. La première dimension, c'est d'abord sociale, la vie de l'enfant et de la femme. Deuxième dimension, c'est la dimension plaidoyer. Là, nous voyons l'axe juridique. Quand la femme a un problème au niveau de la justice et qu'elle ne sait pas accéder, elle vient nous voir et nous nous accompagnons dans ce sens-là en faisant quelques plaidoyers à travers le travail que nous faisons sur le terrain. Et nous travaillons ensemble et en collaboration avec l'autorité judiciaire dans les différentes juridictions. Et troisième dimension, c'est la dimension développement. Et c'est cette dimension que nous amenons aujourd'hui pour pouvoir plus parler de cela afin de pouvoir sensibiliser plus les femmes et l'autorité. Voilà. Alors, vous sentez grande, parce que l'émission s'intitule Grand homme. Madame Félicité, la grandeur, votre grandeur se situe à quel niveau dans notre société? Est-ce que vous avez contribué, votre apport dans la société, c'est le mois de mars, le mois de la femme, Madame Félicité? Oui, vous bien avez sûr. travaillé pour l'intérêt de la société, de votre communauté, et vous avez comme ça des résultats concrets. Résultats concrets. C'est Oui. ça? Gestion, accès aux résultats. Oui. Premièrement, sur le plan social, nous avons aidé beaucoup de femmes qui ont des activités génératrices de recettes en faisant des plaidoyers auprès des banques de la place, et elles ont accédé à des petits crédits qui leur permettent de pouvoir faire des petites activités générateurs des recettes. Deuxième dimension, dans la dimension sociale, nous accompagnons les enseignants. Nous sommes dans la synergie des syndicats des enseignants et la synergie des organisations syndicales et sociales. Là, nous accompagnons les enseignants dans les plaidoyers à travers les actions menées à travers les plaidoyers, et nous avons eu à faire beaucoup d'actions. Et là, je sais qu'aujourd'hui, si il y a eu, comment dirais-je, plusieurs avancées significatives au niveau des salaires, peut-être des enseignants, des primes institutionnelles, qui aujourd'hui, je crois bien que le COFEVID a aussi apporté quelque chose dans cette action-là. Et la troisième dimension plutôt, c'est la dimension juridique. Nous avons beaucoup aidé les femmes qui n'avaient pas assez de moyens pour accéder à pouvoir peut-être aller voir un OPJ, un magistrat. Et comme souvent les femmes ne connaissent pas comment y accéder, elles viennent à travers nous et nous leur accordons cette possibilité de pouvoir accéder à cette dimension-là. Donc voilà, et nous continuons aussi, nous encadrons les jeunes. Je sais que la fois dernière, nous avons amené les jeunes que nous formons dans la dimension de développement. Non seulement, on est dans plusieurs choses dans le développement, nous sommes dans les champs, nous avons une coopérative des femmes au niveau, dans les côtés qui collent, les femmes rurales, avec lesquelles nous travaillons dans le champ et d'autres formations. Donc voilà là, dans quelques mots, ce que je pourrais faire pour que vous puissiez savoir ce que nous avons déjà apporté à notre communauté. Madame Félicité, vous êtes vraiment une femme qui travaille, qui est sur terrain et c'est bas pour faire booster notre économie et surtout pour valoriser la femme. C'est ça? C'est ça. Votre cheval de bataille. Oui. Alors, aujourd'hui, nous allons plus insister sur le développement communautaire. Pourquoi avez-vous voulu que nous puissions aborder cette thématique? Merci bien. C'est un problème. Vous savez, l'homme congolais, on a toujours dit que le secteur de l'enseignement est un secteur qui bouffe pour rien l'argent. Ça consomme de l'argent et ça ne produit pas. Et c'est là, moi, en tant qu'enseignant, je suis enseignante des professions. Et je n'ai pas voulu seulement enseigner parce que je voyais qu'il y avait beaucoup de choses à faire sur le terrain.
Et j'ai opté pour mettre en place une structure qui pourra aider les femmes et les enfants à pouvoir avancer. Voilà. Nous travaillons aussi avec les élèves. Ça, je n'ai pas dit. Alors, dans le secteur de l'enseignement, c'est le seul secteur qui produit l'homme qu'il faut. Eh bien, cet homme-là, quand il est formé, il n'est pas formé pour lui-même. Il est formé pour l'autre, pour les autres, pour la communauté. Alors, si cet homme-là n'est pas bien formé, ça sera difficile de pouvoir apporter ses connaissances, ses compétences dans la vie quotidienne de notre communauté. C'est pourquoi concilier la théorie à la pratique, je trouve qu'il y avait un fossé entre la théorie et la pratique. Ce que nous apprenons à l'école, à l'université, mais sur le terrain, nous trouvons qu'il y a un vide énorme. C'est pourquoi j'avais pensé, c'était important. On a beaucoup de théories, on a plus moins de théories, pratiques. Moins de pratiques. Et c'est pourquoi il m'est arrivé à ce que je puisse mettre en place cette structure pour aider notre communauté, non seulement la femme, mais aussi l'homme. Non seulement l'homme, c'est aussi les jeunes. Non seulement les jeunes, mais aussi l'autorité étatique. Donc voilà. Alors, développement communautaire, et on a une vidéo que vous avez voulu que nous puissions balancer, et juste après, nous aurons peut-être à relever quelques problèmes que nous avons dans notre pays, et surtout cette négligence. Nous avons 80% de terres arables non utilisées, et comment faire en sorte que cela puisse bénéficier, et surtout dans les domaines de l'agriculture et de l'élevage, hein, c'est ça. Alors on y va du côté de la régie. La première vidéo, hein, je crois que c'est 6 minutes, hein, on va suivre ça attentivement. C'est vraiment une vidéo qui va beaucoup plus vous impressionner, vous étonner. C'est parti. Et là nous sommes... À la ferme de Songhai, c'est Mamadou qui est responsable du poulailler. 13 000 poules pondeuses qui produisent chaque jour 11 000 œufs en moyenne. Mamadou se dépêche car il sait que le patron ne va pas tarder à faire sa tournée. Le patron, justement, le voilà. Il s'appelle Godfrey Nzamunjo. On a réajusté ça. Ça sort maintenant. Mais il reste encore les petits grains. Maintenant, je connais ce qu'ils font. Donc, vous comprenez. Ce n'est pas dans nos bureaux. Depuis le matin, je n'ai pas vu mon bureau. Mon bureau, c'est sur le terrain. C'est sur le terrain. Des œufs, du poisson, de l'ananas, mais aussi des engrais naturels et du biogaz en quantité industrielle. Et tout ça produit dans un seul et même endroit. C'est le rêve devenu réalité de Godfrey Nzamunjo. Cet Américain d'origine nigériane travaille dans un laboratoire en Californie quand en 1985, bouleversé par la situation du continent africain, il décide de tout plaquer pour revenir sur le continent. J'étais dans mon laboratoire, plus grand laboratoire. J'ai regardé au niveau de 80 ce qui se passait en Afrique. J'ai dit, ce n'est pas. Donc je suis revenu. Vraiment, mon papa m'a dit, de revenir dans le continent d'origine. J'étais amer, j'étais frustré. Je voyais que l'Afrique est extrêmement riche, avec les capitaux et tout ça. Le continent le plus riche du monde, mais le plus pauvre du monde. Ce n'est pas acceptable. C'est ça qui m'a rendu fou. Son projet, appliquer sur le terrain ce qu'il a expérimenté dans son laboratoire. Le Bénin lui concède alors 1 hectare de terrain à l'abandon pour y construire une ferme bio. Aujourd'hui, le centre s'étend sur 24 hectares, fonctionne en totale autonomie et emploie plusieurs centaines de salariés. Ici, selon la doctrine de Godfrey Nzamunjo, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Exemple avec le recyclage des fientes de poulet transformées en gaz. Nous sommes en train de faire le mélange des fientes avec la jacinthe d'eau pour donner un bon rendement de gaz. Après quelques heures de repos, le mélange sera chargé dans une cuve, le digesteur. Quand on charge le digesteur avec, ça se décompose. Quand ça se décompose, ça produit le biogaz. À la fin, tout ce gaz nous permet d'alimenter, de démarrer un générateur qui produit de l'électricité. En plus de l'électricité, ce biogaz va alimenter les cuisines du restaurant du centre. Et ce n'est pas tout. Les déchets de la décomposition des fientes de poulet vont encore servir d'engrais naturel pour les cultures. Et Godfrey Nzamunjo a poussé la doctrine de récupération encore plus loin. Pour être totalement indépendant, il recycle tout le métal de sa ferme pour produire des pièces de rechange pour ses machines. C'était les fonderies. On a déjà fondu ça. Donc on va les travailler maintenant pour créer des poulies.
À partir de ça, on fabrique les machines pour nous. On n'a plus besoin d'importer. Donc, comme ça crée l'emploi, ça fait développer la capacité d'innovation. Ça déclenche l'envie d'innover. Et les jeunes deviennent intéressés. Grâce à cette ferme modèle, Godfrey est convaincu de posséder une solution au problème du développement. Ce système intégré attaque en même temps tous les défis du développement. Cette idée va nous aider à changer notre manière d'organiser la société, d'organiser les industries. Toutes les chaînes sont réétablies, à partir de micro-organismes jusqu'à l'homme, on travaille en synergie. Et c'est ça qui va nous amener à la durabilité. Selon son modèle, en quelques années, il a mis en place un réseau panafricain de fermes Songhai. 5 fermes existent à présent au Bénin, mais aussi une dizaine au Nigeria, le Libéria et la Sierra Leone ont suivi. Et pour promouvoir son modèle, Godfrey Zamoujo n'hésite pas à ouvrir ses portes au public. Sa ferme reçoit chaque année plus de 20 000 visiteurs. Des anonymes, mais aussi des officiels. Cette semaine, c'est la ministre des PME de l'artisanat du Congo qui est sur place. Ça va? Songhai est pour moi la solution idéale et ce que j'ai trouvé ici va peut-être faire en sorte que nous puissions dupliquer l'expérience de Songhai au Congo. Et je pense que la décision est déjà prise dans ce sens. Il y a beaucoup de chefs d'État qui sont passés ici, on parle. Mais depuis que madame est venue, elle veut maintenant. Il faut que ce soit déjà hier qu'on a commencé. Donc c'est bon. Non, c'est bien. Voilà. Le modèle Songhai séduit d'autant plus qu'il est rentable. Ces 17 fermes ont généré un chiffre d'affaires de 7 milliards de francs CFA en 2013 et près de 600 millions de bénéfices. Voilà ma culture américaine maintenant, l'organisation de l'industrie. Donc vous voyez ici, et donc voilà, nous avons des camions qui travaillent. Pour pousser plus loin sa logique, Godfrey Zamoujo a décidé d'industrialiser sa ferme. Comme il produit déjà des fruits, il s'est lancé dans la fabrication de jus. Pour cela, il s'est offert une ligne d'embouteillage, une capacité de 6000 bouteilles par heure. Mais méthode Songhai oblige, le site fabrique lui-même les bouteilles et les bouchons sur place à partir des déchets plastiques de la ferme. Bonjour, ça va? Convaincu qu'il est sur le bon chemin, Godfrey Zamoujo vient d'ouvrir la SLA, Songhai Leadership Academy, avec pour objectif de former 4000 jeunes cadres à la philosophie du centre. Il s'agit d'assurer la pérennité et le développement du groupe. Donc vous êtes à Songhai parce que vous êtes conscient de challenge, de défis de l'Afrique. Donc ce cours, c'est pour le préparer, pour être de véritables leaders socio-économiques, les entrepreneurs. Pour montrer que l'entrepreneur, c'est ça qui va sauver l'Afrique. Le rêve de Godfrey Zamoujo serait de créer dans toute l'Afrique des villes rurales vertes, à l'image de ce qu'il a fait dans sa ferme de Porto Novo. Pas impossible, puisqu'en 2008, Songhai a été promu centre d'excellence pour l'agriculture par les Nations Unies. Il projette de s'implanter dans une dizaine d'autres pays sur le continent. C'est surprenant. Vraiment, ça doit interpeller et l'autorité et la population de façon générale. Madame, félicitez. Oui. Vous emboîtez les pas, vous abordez dans le même sens, ou vous n'êtes qu'en train de suivre la vidéo comme tout citoyen lambda? Non, non. Il ne faut jamais s'aligner comme un citoyen lambda. Il faut être un acteur dans sa société, dans sa communauté. Et là, je m'en vais pour féliciter d'abord les initiatives prises par le président de la République sur les 145, le développement des 145 territoires, des PDL. Et je crois que c'était des belles initiatives que le président a eues, mais justement, la population ne s'est pas encore bien appropriée. Il faut peut-être l'agriculture de manière à ce que la famille ne puisse rien manquer. Mais si vous développez seul quelque chose, vous serez pauvre. Mais quand vous vous mettez autour de quelque chose avec beaucoup de gens, avec tout le monde, c'est là que vous allez propager l'information et que les autres vont devoir s'en approprier. Oui, on pourra peut-être parler du développement des 145 territoires, mais est-ce que les populations du coin
s'en ont approprié. Si les populations d'abord de ces coins ne savent pas encore s'en approprier, donc c'est un problème. Il faudrait d'abord aménager des conditions afin que les populations puissent et aussi s'intégrer dans les projets. Et là, vous verrez qu'au niveau de la base, hein, il a parlé des micro-organismes. Au niveau de la base, quand déjà, avec 145 territoires, mais s'il y a déjà une centaine de territoires qui s'en approprient, je crois bien qu'il y aura déclenchement du développement au niveau de la base. Et là, le projet sera accueilli et accompagné par les populations elles-mêmes. Donc il faut nécessairement associer la population. Il faut nécessairement... La population autochtone, oui, surtout. Les autochtones, voilà. Il faut d'abord les former parce qu'il y a le principe du développement durable. Il faut d'abord que les populations elles-mêmes soient formées. Il faudrait créer les leaders. Les ODD, Objectifs de développement ratifié. Déjà ratifié. Nous avons ratifié. Déjà appliqué ou encore bon, jusque-là, en train d'être en voie d'application. Jusque-là, nous ne savons pas à quel niveau se situe la démarche de tous ces ODD parce que le gouvernement a ratifié tous les ODD en commençant par l'ODD 1 qui parle d'éliminer tout la faim, voilà, et la pauvreté. Très bien. Alors maintenant là, nous avons suivi la loi de Lavoisier. Rien ne se perd, prenez secret, tout se transforme. Le monsieur Shanghai, lui... Godfred. Shanghai. Non, Shanghai, c'est ça. Shanghai, c'est la structure, porteuse. Mais c'est Godfred. Godfred Nzamujo. C'est un Nigérian. Un Nigérian. Mais aussi un diaspora, comme on peut le dire. Et il a vu que sa communauté, l'Afrique, qui est extrêmement riche, de par ses potentiels, les minéraux et tout consort, mais aussi c'est l'Afrique, donc, comment dirais-je, l'espace le plus pauvre du monde. Donc c'est juste une sorte de paradoxe. Oui, mais c'est vraiment paradoxal. Pays on ne peut riche, pas comprendre. Pays population, riche, extrêmement pauvre. Voilà. Alors maintenant, il voulait relever. Voilà, et là où il n'y a pas de classe moyenne, c'est ici en Afrique. Bon, je ne peux pas dire parce qu'il y a certains pays qui sont déjà en avance, mais ici en République démocratique du Congo, on n'a pas encore de classe moyenne. Il voulait trouver la solution. Il voulait donner... Éliminer la pauvreté. Voilà. Dans leur pays. Voilà. Alors, l'application, est-ce qu'on peut appliquer ça? Parce que j'ai vu Madame la ministre de Brazzaville. PME, oui. Ouais, elle était là, elle était juste... elle s'est déplacée pour ça, voilà. Pour essayer comme ça de ramener cette technologie à Brazzaville. Et mais si vous, en tant que société civile, est-ce que vous avez déjà commencé l'applicabilité, appliquer ces différentes théories et pratiques dans votre structure? Oui. Parce que là, nous avons commencé avec l'agriculture. C'est pas facile, hein? C'est pas facile quand on est une ONG. Au départ, je vais vous faire rire. Au départ, quand j'avais eu l'initiative de pouvoir mettre en place cette structure, il y avait certaines qui me posaient la question, mais vous avez eu cette initiative, c'est bien bon, mais est-ce que vous avez déjà eu des canaux pour les financements? Ah oui, fonds de commerce. Voilà. Fonds de commerce, ça, tout le monde demande ça. Est-ce que vous avez eu des financements? Je ne revenais pas. Parce que pour moi, je me disais, je voudrais créer. Nous avons le pouvoir de pouvoir créer. Et je n'avais pas de ressources au départ. Je n'avais que comme ressource l'idée. Alors, en commençant, j'ai mis en place cette structure et j'ai appelé des gens, les femmes. Nous avons commencé à travailler. Aujourd'hui, nous avons les terres. Si pas une dizaine, mais 2 hectares, nous en avons. C'est là où nous avons mis les maniocs. Déjà. Et nous avons déjà... On devait avoir ces images-là. Oui. Très prochainement, je vais vous ramener les images. Prévalapui. Prévalapui, on a déjà commencé à récolter. Premièrement, on avait récolté 10 sacs de manioc. Nous avons travaillé avec les femmes du coin. Aujourd'hui, vous savez, pour se développer, il faut d'abord commencer par étudier la population. Leur mentalité. Et j'ai compris que les Congolais ne savent pas comment travailler ensemble. Les Congolais aiment bien travailler pour soi-même. Très bien. Kiaku, c'est ça, cette... Kiangan. Et c'est comme ça nous bloque. Et on ne sait pas mettre ces moyens à profit pour
la communauté. Donc, transfert de la technologie, hein, c'est Oui. comme M. Richet Tuilandou qui maîtrise la caméra, Moron Jambé. Apprenez aux autres Balingité. Vous avez vu Godfrey Nzamoujo, il n'a pas gardé cette connaissance pour lui-même, mais il forme les jeunes. Il veut à ce que les autres puissent s'en approprier, ce n'est pas pour lui-même. Alors, pour nous, Cofevit, on a commencé d'abord par l'agriculture. Et à travers cette initiative, ça nous a aidé à pouvoir non seulement nous limiter au niveau de l'agriculture, nous sommes lancés aussi petit à petit dans l'élevage. Okay. C'est la deuxième vidéo que vous allez voir. Bon, on verra ça, mais nous produisons des déchets en quantité impressionnable. Je ne sais pas si nous appliquons ce que le monsieur Godfred essaie de faire au niveau du Bénin. Hein. Bénin. Ici à Kinshasa, nous aurons beaucoup de gaz méthane, nous aurons à produire de l'électricité sans complication, on aura tous ces problèmes de délestage. Alors maintenant, pour arriver à ce niveau-là, vous, en tant que présidente de votre structure, vous n'y pensez pas? Vous n'y pensez pas. Tout le monde va déchirer. On a ça. On y est pensé. Les montagnes d'immondices. La production en quantité vraiment, je ne sais pas. Industrielle. C'est ça le problème. Oui. Parce que les déchets que nous produisons, si seulement, vous voyez, nous avons fait le monitoring, nous sommes allés dans les différents marchés pour voir quelle est la quantité, quelle est la hauteur de la production des déchets dans les différents marchés. Mais vous n'avez pas idée de ce que chaque marché produit comme déchets. Alors si on s'est dit, le problème c'est de pouvoir comment gérer les déchets. La gestion. La gestion de ces déchets. Est-ce qu'il faut mélanger les déchets organiques avec les déchets plastiques, métalliques? C'est ça le problème. Il faut un système de triage. Un système de triage. Ça, ce n'est pas la population. Ça, c'est la part du gouvernement. C'est le gouvernement qui doit organiser la société. C'est la capacité de pouvoir gérer la société. Ça, ce n'est pas le niveau de la population. Mais s'il faut essayer un peu de revoir ce que Godfrey a fait, il n'avait que son idée. Il est venu, il est nigérien, mais quand il est allé au Bénin, on a directement adopté son projet. On lui a accordé 1 hectare. Il a commencé par 1 hectare jusqu'à étendre sur 24 hectares. Ça, c'est le problème dont nous devons nous mettre ensemble. L'autorité et la population, qui ont les idées pareilles pour pouvoir faire développer notre communauté. Le problème, c'est que quand nous restons seuls, on a des difficultés de pouvoir aller loin. Par contre, si on se met ensemble, et l'autorité, et les ONG, et les opérateurs économiques, malheureusement, je ne sais pas aujourd'hui, ils sont au nombre de combien, les opérateurs économiques congolais. Parce que souvent, on voit là les expatriés. Alors, les défis de développement nous rattrapent jusqu'à ce qu'on n'arrive pas à exporter. Nous importons tout, même des petites choses. Cure-dent. Même les cure-dents, on importe. Alors les problèmes là se posent au niveau du gouvernement. C'est lui qui doit avoir des politiques publiques pour voir, nous, qu'est-ce que nous avons, même au niveau de... S'ils peuvent considérer même les matières premières. Aujourd'hui, si le monde parle du Congo comme pays solution, je ne pense pas qu'ils en parlent en vain. Ils savent que même les tourbières aujourd'hui donnent des solutions au monde. Mais qu'est-ce que nous gagnons? On est membre de la société civile. Nous devons aussi voir la redevabilité. Nous devons aussi voir le principe de la transparence. Nous devons aussi voir ce que nous gagnons au moment où le pays produit les tourbières, la tourbière. C'est ça le combat même. C'est ça le combat. Et Madame Eva Zeiba, oui. COP27, tout ça, même au niveau de... ils ont parlé de ça, non? Au niveau de Dubaï, ils ont parlé de ça. On nous parle de ne pas, comment dirais-je, couper les arbres, mais nous voyons chaque jour, si vous pouvez compter les nombres des véhicules qui transportent des grumes, mais je me pose la question, mais les pays pollueurs, est-ce que nous recevons le moyen capable pour pouvoir faire, comment dirais-je, ils prennent des grumes et nous remplaçons? Est-ce que la population locale... Politique de gréboisement. Voilà, la politique de gréboisement. Est-ce que les populations locales en bénéficient? Ça aussi, c'est tout un problème. C'est un problème. Alors, ils ont parlé de ça, et j'ose croire que les combats continuent, et ce n'est pas pour rien qu'ils ont accepté que notre pays, c'est un pays solution au problème du réchauffement climatique, tout ça.
Et on aura peut-être dans les jours à venir, dans les années à venir, avoir peut-être les quelques devises, les quelques mots. Mais c'est ce que c'est ça le combat. je disais. Aujourd'hui, on ne parle pas seulement des tourbières, on parle aussi des lithium. Dans les jours à venir, on ne parlera plus des véhicules avec carburant. On parlera plutôt des batteries. Oui. Véhicules à batterie. Mais qui produit cette matière première? C'est toujours nous. C'est toujours le Congo. Mais en échange, est-ce que c'est seulement des billets des banques où nous pouvons aussi échanger au niveau, par exemple, on nous dit, bon, nous vous donnons les lithium, vous nous donnez telle chose. Mais c'est ça le problème, le complot que nous cessons de subir. C'est toujours pour ces problèmes-là. Ils ne veulent pas travailler directement avec le pays producteur. Ils veulent chercher comme ça d'autres pays pour comme ça exploiter abusivement nos ressources. C'est vraiment un combat qu'il faut nécessairement prendre au sérieux. Et la population peut-être et les autorités, ils travaillent, hein, c'est pas facile. Je sais que c'est pas facile, mais... Nous sommes convoités. Un pays convoité. Oui, mais... Il faut se lever pour dire non. C'est ça la démarche même de notre président de la République et son gouvernement. La population doit nécessairement jouir de tout ce qu'ils ont comme ressources, comme richesse. C'est ça. Oui, maintenant le défi, c'est lequel? Comme on n'est pas capable de pouvoir jouir de nos richesses, on peut en créer. Voilà. C'est l'une des solutions. Alors, nous vous recevrons pour ça. Oui. Apprenez-nous. Voilà. Non, je n'apprends pas, je sensibilise. Parce que moi aussi, j'ai besoin d'apprendre. Je suis limitée quelque part. Mais quand j'amène cette initiative, c'est pour que nous puissions voir ensemble. On est appauvris simplement parce que nous attendons de ces minéraux pour améliorer nos conditions de vie. Mais si on peut quitter cette dimension-là et retourner à la base pour créer. Donc, changement des narratifs. Changer des narratifs, merci bien pour les vocabulaires. Changer les paradigmes. Donner des solutions pour que nous puissions avancer ensemble. Et quand nous allons développer la base, les populations, cette population aura maintenant conscience de ce qu'elle représente. Et demain, au lieu d'attendre qu'on vende les lithium, au lieu d'attendre qu'on nous donne quelque chose sur nos grumes, qu'on exploite, au moins on peut vivre des maïs. Au moins on peut vivre des énergies renouvelables. Au moins on peut vivre des maïs et des poules, de l'élevage ou que sais-je encore. C'est pourquoi aujourd'hui, on ne sait pas dire que nous ne pouvons rien. On n'a pas le droit de dire ça. On n'a pas le droit de dire que nous attendons de qui? De l'autorité pour qu'ils nous viennent en aide. Nous, à notre niveau, mettons-nous ensemble, créons des coopératives. Aujourd'hui, Bénin, il avait souffert quand il avait été sanctionné par la CEDEAO. Vous allez vous en souvenir. Ils ont relevé les défis grâce aux coopératives des femmes, aux coopératives des agriculteurs, des éleveurs. Exemple, aujourd'hui, on ne cesse de découvrir des richesses qui se trouvent aujourd'hui au Congo. Mais comme nous n'avons pas aussi la capacité de pouvoir transformer, nous n'avons pas de machines, on n'a pas cet transfert technologique, parce qu'on ne veut pas nous en donner. Qu'est-ce que nous faisons? Nous avons les ingénieurs au niveau des LISTA. Nous avons des ingénieurs au niveau Unikin. Qu'est-ce que nous en faisons? Nos étudiants meurent avec leurs compétences, avec leurs connaissances, car ils ne sont pas accompagnés par le gouvernement. Qu'est-ce que nous faisons? Au moment où les défis du développement nous attendent tous. Et plus tard, ces pays vont nous être peut-être ravis, parce qu'on est incapable de pouvoir nous-mêmes, par nous-mêmes, travailler pour l'autosuffisance. Alors, vous avez commencé par... Nous avons commencé par l'agriculture. Aujourd'hui, nous sommes dans l'élevage. L'élevage. Alors, vous faites quoi, Moreau? Nous avons l'image, la deuxième vidéo. Donc, vous faites quel élevage? Vous élevez quoi? Nous élevons les poules et les... Nous avons fait un petit poulailler en suivant l'exemple des golfrères Nzamoujo. C'est ça. C'est ça. Pour ça qu'il y a expliqué la lingala pour qu'on en souque 3 minutes. Qu'est-ce que ça qu'on dit?
La Sombi, Kaka, je me suis dit, bon, je vais essayer. Aider les mamans, hein, la population, on va dire ça, élevage na poule na sombi soso moko ya mwasi. Na sombi soso moko ya mobali. Na sombi 24 pondeuses. Okay. Voilà, non, c'était des poussins. Okay. Alors on a bandi sikoyo kota la bango, comment ils évoluent. Les locaux aiment bien la liberté, l'indépendance et l'autonomie. Ils ne sont pas trop exigeants. Par contre, oh mususuana ya poto, tunde to benga kabango, baza trop exigeant. Balingi propriété, balingi biloko a cher tout ça. Alors oyo soso moko wana aboti ba soso oyo yase azaki moko ya mwasi ya mobali baza aboti 8 liboso na botaki 10 et ça ki le koto ba fausse couche. À l'état bandeli asali 8 bangwana bakoli banana se aye ko bota lisusu 10 baza susu boete bakoli déjà. Bazaki 2 bakomi ko 20. Na espace il y a 7 mois. Bakomi 20. Maintenant là tozo luka na espace il y a 5 mètres dans le pam. Totongeli bango en étage. Maintenant on a un problème d'espace, pourquoi? Parce que les 8 qui sont en bas, il y a 3 mâles et 5 femelles. Donc le 5 femelles représente déjà l'ibota mobimba pelissus. Donc nous devons maintenant créer des pondoirs. Parce qu'il faut les encadrer, il faut que tu aies parce qu'on avait perdu 8. Oh, alors on voulait avoir cette expérience. Maintenant qu'ils sont conditionnés, ils sont casés quelque part. Si il faut tout créer pondoir. Ce sont à Boti, l'espace il y a 7 mois, à Boti te commina 20 soso. Si on a tout l'espace il y a 5 ans, combien? Parce que moi déjà à petit 18. Et bon aussi que batikaliwana pour aboti 8 aye ko bota 10. To lo baké dans une année ou 2 ans, to recommande ba 50. So to sali une année, 2 ans, 5 ans, to recommande 100 locaux. Si ko ba oyo mususu la race améliorée, bango baza tellement exigeant que ceux qui ba kokisi loko ba kokisi 6 mois ba bandi ko bota maki. Tant bazo bota maki wana ko sa nini, bato bazo sala ba maki ba omelette bazo ko somba. C'est une sorte de l'autonomie et du développement. Alors, pour finir, on va éviter aussi maman ni au balandi dans papa, na ba to balinga ko bandati, yo bandinga soso moko. Oui. Et aussi votre contact ou bien l'adresse de votre ONG. Toza na Mavungu numéro 14 na Bandal. Oui. Référence c'est la maison communale. Ah, vous en avez Bandalungwa. Toza na Bandalungwa siège social na biso. Oui. Toza pena Bongo, Kalamu, 3e rue, Kimbangu, numéro 1. Kalamu, Kimbangu, 3e rue, numéro 1. Na Station Bongolo. On est à siège administratif. Ok. Siège social est dans Bandal, na Mavungu, numéro 14. La référence est dans l'église à ACK Bandal. C'est la même église. Alors, initiative Oyo, Nazako Bele la église. Nos églises locales. Je salue l'église kimbanguiste pour le développement, le sens, il y a entrepreneurial au Bazanango. Bazana ba poulaye na lutendele, vous n'avez pas idée. Bazako tonga, bazako bokola, bazako lona. Toke une église catholique, coup de chapeau. Et l'autre tikali nos églises de réveil. Les gens meurent de faim et ils deviennent de plus en plus pauvres. Nous ne savons pas évoluer en groupe. Tout ce que nous donnons, nous ne savons pas ça fait quoi. Développement exact na kat na l'église. Dans la posa, il y a église de réveil et la mouka. Comme on ezali église de réveil. Mais on a l'impression que les comme la lisabiso et comme opium ndenge balobaki. Parce que tout ce qui amène ne sont pas développés. Donnez-vous, il vous sera donné, mais de plus en plus, quand moi j'observe, Liboso tozaka na possibilité européenne à 10 000 $. On peut tout dire que c'est l'économie du pays. Mais comment l'église ne sait pas aider l'économie du pays? Parce que l'église a dans son sein plusieurs membres. L'église de réveil. L'église de réveil, on a plusieurs membres dans nos églises. Mais c'est seulement le pasteur. C'est seulement les pasteurs qui devient riche. Nous ne venons pas accompagner un homme. Jésus-Christ autour de lui avait des disciples, il avait des apôtres.
il n'a pas fait de cette structure-là sienne. Il a dit que c'était l'église primitive vivait en communion fraternelle. Nous voulons revoir ça. Nous voulons vivre dans la communion fraternelle. Bible zoloba, eloko ya mutu ezalaki te. Nyonso bazele ko vivre, ezalaki ya bango nyonso. Il s'est distribué nasuka mobola zalaki te. Mais quand maintenant nous constatons qu'il y a beaucoup de pauvres dans l'église, ça nous étonne. Église de réveil. Église de réveil. Tozo beta c'était. Très bien. Merci de nous L'image au Monia Libosona, c'est mon pasteur qui me l'avait donné et je l'ai exploité pour faire la sensibilisation, pour que d'autres églises se réveillent. Réveillez-vous l'église. Parce que d'ici là, vous allez perdre des membres. Dans la bergerie, le pasteur a la capacité de pouvoir réveiller, susciter. Il peut aussi être un acteur majeur du développement. Entrepreneuriat côté des réveils. Merci de m'avoir félicité. À la prochaine occasion. Merci beaucoup. Rediffusion samedi, demain à 9h juste. Merci à toute l'équipe. Merci à M. Toubilandou, héritier. Félicitations. Papa m'a pas ça. Comment on l'appelle? Doniel. Toubilandou, Doniel et qui? Et qui? Salem Toubilandou. Merci à Mohon Jamais qui a réalisé cette émission. Merci à Alain Cabon Coordination. Merci à Bruno Nzinga et Christian Manjoulou. Doudou Monti vous dit merci et retrouvons-nous très prochainement avec un autre invité. Donc vous avez compris la grandeur des moments félicités à l'Ingibino Toubozoa, épanouissement, besoin de développement. Ça c'est très bien. Riche, 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 na baïdé, riche na orientation. Ciao. Merci.